Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous recevoir. Votre journal. Riposte de la marine américaine dans le golfe Persique. 3 plateformes iraniennes attaquées ce matin. Amorce de crise diplomatique entre la France et le Canada. Notre ambassadeur à Montréal rappelait les 21 Français incarcérés pour pêche illégale, libérés sous caution. Le tabac augmente. Les Gaulois sont à 5 francs 40 depuis ce matin et les blondes étrangères à 9 francs 80. Téléphone, l'unité interurbaine baissera au mois de mai. Le procès du Hesel, une nouvelle fois reporté. Vous entendrez une famille italienne de plaignants. Mikhail Baryshnikov aime le cinéma. Il en est à son 3e film, dont la sortie est prévue pour mercredi. Ça s'appelle Dancers, ou Danseurs si vous préférez. La météo, il fait bon, mais une tendance à l'orage se développe sur le littoral atlantique. Les températures oscillent entre 16 et 24 degrés. Voilà pour le sommaire. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Dans le golfe Persique, donc, les choses ont subi une accélération tout d'un coup ce matin, avec tout d'abord des représailles américaines aux événements de vendredi dernier, et puis ensuite une riposte iranienne. Alors, dans l'ordre, la marine de guerre américaine a attaqué ce matin 2 plateformes pétrolières iraniennes, 3 même. 6 bâtiments ont été engagés pour cette opération qui avait été précédée d'avertissements pour permettre au personnel et aux militaires de quitter les fameuses plateformes. Et la Maison-Blanche a confirmé qu'il s'agit bien là de représailles dessinées par Ronald Reagan lui-même, et cela contre la pose de mines par l'Iran dans les eaux internationales. La semaine dernière, une frégate américaine avait été touchée. Jérôme Bonny. La station de Sassam, dans le sud du golfe arabo-persique, neutralisée par une opération de la marine américaine à laquelle ont participé 2 destroyers et un porte-hélicoptère. Une station offshore réaffectée par les Iraniens à des fins militaires pour des contrôles radars ou comme base opérationnelle. Ses occupants, prévenus de l'attaque, l'avaient évacuée et c'est un commando de Marines qui aurait été déposé à bord pour placer des charges explosives. 2 autres stations seraient également en flammes en ce moment même, en plus de Sassan, celles de Syrie et de Rakch, toujours dans le sud du Golfe. Selon le porte-parole du président Reagan, Marlene Fitzwater, ces opérations répondent à la pose de mines iraniennes dans les eaux du Golfe, dont l'une avait gravement endommagé la proue de la frégate américaine Samuel B. Roberts, faisant 10 blessés dans l'équipage la semaine dernière. Déjà, le 19 octobre dernier, la plateforme de Rostam, prise sous les tirs croisés de 4 destroyers américains, avait brûlé pendant plusieurs jours en représailles à une attaque iranienne contre un pétrolier koweïtien. Rendre coup pour coup semble paradoxalement, pour la Maison-Blanche, un moyen de limiter l'escalade. Et maintenant, la riposte à la représaille, puisque nous venons d'apprendre qu'un navire iranien venait d'attaquer une plateforme exploitée par une compagnie américaine, toujours dans le Golfe bien sûr, et plus précisément au sud du Golfe. Alors le gouvernement britannique a approuvé l'opération américaine. Avant cela, et probablement sans aucun lien avec cette approbation, on apprenait qu'un pétrolier britannique, lui, avait été attaqué par des vedettes iraniennes près du terminal de Moubarak à hauteur des Émirats arabes unis. Autre chose maintenant, nous passons à Alger. Pendant toute la nuit sur l'aéroport, on a négocié 5 rencontres en tout entre le médiateur algérien et les pirates de l'air. Parallèlement, il faut savoir que le président algérien, Chadli Benjedid, poursuit ses contacts personnels avec d'autres chefs d'État arabes, saoudiens et libyens. Mais sur le fond, les positions des uns et des autres, Patricia, n'ont pas changé. Et les négociations piétinent de plus en plus. Le ministre algérien des Affaires étrangères s'est rendu en Libye. On dit même que le commando voudrait gagner ce pays. Le point de la situation avec notre envoyé spécial Hervé Brusini. L'aéroport Ouari Boumedienne vide, une situation tout simplement due au brouillard qui s'était abattu sur les pistes. Mais ici, cela n'a fait qu'amplifier les rumeurs. Surtout depuis les événements de la nuit dernière. Juste après une dernière livraison de repas en prévision de la fête religieuse du Ramadan qui commence aujourd'hui, il y a eu ce blackout. Il a duré plus de 4 heures, extinction totale des feux, une manœuvre tout à fait inhabituelle. Seules quelques rampes lumineuses fonctionnaient encore. Dans ce trou noir, à l'abri des regards indiscrets, les négociateurs algériens rencontraient 5 fois les pirates. Peut-être même à l'air libre, dans une voiture. Edi Kederi, le ministre de l'Intérieur algérien qui dirige les négociations depuis le début, est là lui aussi.
De l'autre côté de la piste, un émissaire koweïtien suit tout cela de très près. À plusieurs reprises, il consulte sa montre. Manifestement, pour toutes les parties en présence, il se passe là quelque chose d'important. Le Koweït a-t-il assoupli quelque peu sa position? La lassitude gagne-t-elle le commando de l'avion? Pour l'heure, une seule certitude, le dialogue est toujours de mise, ici, en Algérie. En France, une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne. Vos impulsions vous coûteront moins cher à partir du 1er mai prochain. Il s'agit d'impulsions téléphoniques dont la durée passera de 14 à 15 secondes. Moralité, le prix du coup de fil interurbain, c'est très important, interurbain, va baisser de 7,1%. Alors ça vous coûtera désormais, l'interurbain, 73 centimes l'unité. Et la mauvaise nouvelle, pour les fumeurs en tout cas, l'augmentation de 10% du prix du tabac. Dès ce matin, un bénéfice pour l'État de 2,5 milliards de francs. Les explications de Claire Chazal et de Christophe Marté. C'est la première fois que le tabac augmente autant d'un seul coup. 10% ce matin, une hausse qui pèsera de 0,2% sur l'indice des prix. L'année dernière, il s'est vendu 94 milliards de cigarettes pour 36 milliards de francs, dont 26 pour l'État. Le tabac est en effet un des produits les plus taxés. Ainsi, sur ce paquet de gauloises payé 5,40 francs, l'État empoche 4,04 francs. À l'origine de cette augmentation, la volonté du gouvernement d'améliorer le financement de la sécurité sociale. On espère également inciter les Français à consommer moins. Mais les accros du tabac ne semble pas prêt à décrocher. Ça m'empêchera pas de fumer. C'est abusif. Ça va vous empêcher de fumer? Non. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un vice. Faut l'assurer. L'un augmente, l'autre baisse. Le prix des communications téléphoniques interurbaines va baisser de 6,5%, une mesure destinée à rétablir l'équilibre. En effet, le coût de revient de ces communications est de 4 fois inférieur à celui des communications locales. Le manque à gagner pour les PET sera de 1,4 milliard de francs, compensé en partie par une augmentation du Téléx et du Télégraphe. Cette baisse entrera en vigueur dès le 1er mai pour la fête du travail. Tous les Français, c'est là. Tous les Français détenus depuis vendredi à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, au Canada, pour pêche illégale, ont été libérés hier soir, après avoir signé une promesse de caution de 137 000 francs par personne. Parmi eux, il faut distinguer les 4 élus de Saint-Pierre et Miquelon, de tendances différentes d'ailleurs, mais alliés pour la cause de la pêche, et l'équipage du chalutier Croix de Lorraine. Hier soir, une cellule de crise s'était réunie à l'hôtel Matignon autour de Jacques Chirac et ce jeudi, des négociateurs des deux pays devraient tenter de trouver un règlement à ce différend qui porte sur les quotas de pêche des navires français. Dominique Verdeillan. Une libération qui est intervenue dans la nuit après que le Quai d'Orsay ait rappelé à Paris l'ambassadeur de France au Canada. Depuis l'arraisonnement du chalutier La Croix de Lorraine jeudi dernier dans les eaux territoriales canadiennes et la détention des 21 passagers, les relations s'étaient détériorées ce week-end entre Paris et Ottawa. Au centre du conflit, un désaccord sur les quotas de pêche et la délimitation des eaux territoriales. La rupture des négociations entre le Canada et la France en octobre dernier a conduit ce conflit dans une impasse. Un nouvel épisode qui, pour le sénateur Albert Penn, un des élus incarcérés, a le mérite de mettre le doigt sur ce contentieux. Nous ne faisions en réalité qu'appliquer le droit international, puisque par l'accord de 72, les deux gouvernements s'étaient accordés pour dire que nos chalutiers pouvaient aller pêcher sur un pied d'égalité avec les Canadiens, ce que ne respecte pas le Canada. Le sort du chalutier, actuellement saisi, sera décidé le 27 mai. Le procès des 21 marins aura lieu en octobre. Les négociateurs des deux pays se rencontreront jeudi prochain. Le procès du Ezel, une fois encore reporté. Cette fois, c'était prévu également. Ce matin, le tribunal correctionnel de Bruxelles a renvoyé au 17 octobre prochain le procès des 29 inculpés de la tragédie du stade du Ezel. Les avocats de la défense n'ont pas eu d'ici là assez de temps pour examiner le volumineux dossier. Et souvenez-vous, c'était en 1985, 39 supporters avaient trouvé la mort, plusieurs centaines d'autres étaient blessés à Lincancès. La grande salle d'audience de la Cour d'appel du Palais de justice de Bruxelles est restée pratiquement vide ce matin. Et il n'a fallu que quelques minutes au président Host pour annoncer le renvoi du procès au lundi 17 octobre. Mis à part les très nombreux avocats, défense ou partie civile, seuls étaient présents les inculpés belges. Monsieur Rozins, le secrétaire de l'Union belge de football, qui, lors de la vente des billets, a bien légèrement placé côte à côte des supporters anglais et italiens. Présent aussi le capitaine de gendarmerie Mailleux et l'un de ses adjoints. On leur reproche l'évidente carence du service d'ordre, alors que depuis la veille, les supporters de Liverpool s'étaient déjà signalés en multipliant les incidents violents dans Bruxelles. Mais ce matin, aucun des 26 hooligans de Liverpool n'avait fait le voyage.
Les 26 inculpés ont été identifiés par des photos ou grâce au film de la tragédie. La Grande-Bretagne a accepté de les extrader et ils ont passé quelques semaines de prison en Belgique avant d'être remis en liberté provisoire. Comme le permet la loi belge, ils étaient ce matin représentés par leurs avocats. Sur des tables, devant le président Host, l'énorme dossier, 47 000 pièces. C'est en raison de l'épaisseur de ce dossier que la défense a demandé le renvoi pour pouvoir mieux l'étudier et mieux préparer son travail. Un renvoi qui, au demeurant, est bien accueilli par la partie civile. On dit que la partie civile pourrait profiter de ce délai pour essayer d'obtenir de nouvelles inculpations. Ah oui. Il y a par exemple l'Union européenne de football qui n'est pas encore citée, elle pourrait l'être. Et également la ville de Bruxelles. Les Bruxellois, quant à eux, n'aiment guère parler de cette affaire. Mais ils n'ont ni oublié, ni pardonné. Et ils entendent bien que, tôt ou tard, justice soit faite. En principe, nous a-t-on dit, tous les lundis, le maire de Paris se déplace dans sa ville. Aujourd'hui est donc un lundi ordinaire de ce point de vue-là. Sauf que le maire, comme vous le savez, est également Premier ministre et surtout en ce moment candidat à l'élection présidentielle. Alors sa sortie est passée moins inaperçue que d'habitude. Première étape, la Maison de la Nature à Vincennes. Jacques Chirac l'a donc inauguré ce matin, puis il est allé dans le 15e arrondissement, place de Catalogne, où il a admiré la nouvelle fontaine. La politique encore, André Lajoigny était ce matin l'invité d'Antenne 2 à Télématin. Son message, le voici, la politique choisie au lendemain du deuxième tour ne sera pas la même si le Parti communiste a beaucoup de voix au premier tour. Il faut voter suivant son cœur. Il faut exprimer la politique qu'on veut voir suivre. Autrement dit, on n'est pas obligé, si on veut barrer la route à Chirac au deuxième tour, de voter Mitterrand au premier. Parce que si on vote Mitterrand au premier, on dit à Mitterrand, on est d'accord avec votre septennat, votre virage de 82. On est d'accord avec la poursuite de la politique d'austérité, puisque votre projet converge avec celui de Chirac et Barre. Et on est d'accord avec votre projet d'alliance avec la droite. Mais il y a beaucoup de gens qui hésitent à donner ce blanc-seing au premier tour. Et je les comprends. Et ils n'ont qu'un moyen de voter, de dire nous voulons une politique de gauche, c'est de voter Lajoigny. Deux attentats à l'explosif cette nuit à Francfort. La première bombe était déposée dans l'enceinte du centre communautaire juif et la seconde dans les bureaux de la compagnie aérienne Saudian Airlines. Aucune revendication pour le moment. La police estime pourtant qu'il pourrait y avoir une relation avec la célébration par la communauté juive du 45e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Il n'y a heureusement que des dégâts matériels. À l'étranger encore, une nouvelle chute d'un avion militaire américain en Allemagne. Le pilote est sain et sauf. Il a pu utiliser au dernier moment son siège éjectable. Yasser Arafat assistera aux obsèques à Damas d'Abou Djihad, assassiné samedi à Tunis. Et ce matin, une grande partie de la presse américaine pense qu'Israël est bien responsable de cet attentat. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire du vacherin suisse. C'était en novembre dernier. Ce fromage contenait une bactérie en proportion anormale, la listeria. Or aujourd'hui, la revue Que Choisir a fait analyser d'autres produits. On a découvert cette même listeria dans des viandes et des légumes. Au total, il y a chaque année en France 1000 cas de listériose et d'autres pays sont touchés, toute l'Europe et même les États-Unis. Et cette dégradation est due sans doute à de nouvelles habitudes alimentaires. Reportage Elisabeth Isley. La revue Que Choisir a fait analyser 117 produits alimentaires. Résultat, 24 d'entre eux contiennent de la listeria. On a trouvé la bactérie dans 13 produits laitiers, divers fromages et laits crus, dans 12 viandes et produits de charcuterie, principalement des saucisses, et dans 2 légumes et crudités. En fait, la listeria peut être présente dans tous les types d'aliments, à des doses et sous des formes différentes, et c'est un phénomène amplifié à notre époque par les techniques de conservation. Ce sont des germes qui sont fidèles au froid, c'est-à-dire qu'on les appelle les psychotrophes, ils cultivent à des températures relativement basses. Or, on sait maintenant que toutes les chaînes alimentaires sont sous régime du froid. Alors évidemment, ils occupent le terrain là où des germes ne se portent pas bien. Mesures d'hygiène et contrôle ont été renforcés en France depuis l'affaire du vacherin suisse il y a 5 mois, mais principalement au niveau de la fabrication. Or, c'est toute la chaîne qu'il faudrait suivre jusqu'à l'assiette. Dans notre pays, chaque année, 1 millier de personnes souffrent de listériose et 250 en meurent, celles dont l'organisme est déjà affaibli. Les personnes à risque sont essentiellement les femmes enceintes, surtout au cours du 3e trimestre de la grossesse, et également toutes les personnes qui sont soumises à des traitements immunosuppresseurs, en particulier les greffes de reins, les cancéreux
et toutes les personnes qui subissent des chimiothérapies. La listériose bénigne, c'est comme un début de grippe, fièvre et maux de tête. Mais dans les cas les plus graves, c'est la méningite. Alors, faut-il bouder certains aliments? Non, mais en cas de grossesse ou d'affaiblissement de l'organisme, mieux vaut consulter son médecin au moindre trouble et ne plus consommer de fromage à pâte molle. 18 avril, les stations de sport d'hiver font leur bilan et c'est pas très bon cette année. 3 raisons à cela, le temps, les prix et la fréquentation. Et les étrangers, il faut le regretter, ne sont pas assez nombreux. Voyez ce reportage de Claude Régent. Bilan gris pour les stations blanches. Neige absente ou presque à Noël, même pour les grandes stations d'altitude ou celles des Alpes du Sud qui n'ont pas subi ce manque d'enneigement. Les caprices de la météo ont eu des effets fâcheux. La clientèle française reste stable, 5 millions de skieurs, mais la durée des séjours baisse et l'apport des étrangers est trop faible en regard des possibilités d'accueil. La stagnation du nombre des skieurs avive la concurrence. Les prix des forfaits journées sont montés trop vite et trop haut. Au Sept-Lô dans l'Isère, on tente de retenir une clientèle à revenus moyens. Nous cherchons à nous maintenir, je dirais, au sommet des moyennes stations, d'offrir un bon rapport qualité, ski, prix, viser une clientèle plutôt familiale. Je crois que ça nous réussit pour l'instant. À La Plagne, en Savoie, on justifie des tarifs élevés, 140 francs la journée, par la qualité des prestations. Vous avez vu les skieurs aujourd'hui, avec cette belle journée, qui vont faire du ski jusqu'à 18 h ce soir. La prestation vaut les 140 francs. Mais peut-être aussi que le client ne peut pas s'offrir ces 140 francs ou ne peut pas les offrir à toute sa famille. Ça, c'est possible. Alors, il faut peut-être qu'on revoie cette politique tarifaire. Ça, c'est possible. Sur le plan financier, pour l'immobilier comme pour les lourds équipements des remontées, on hésite aujourd'hui entre deux stratégies. Soit des investissements forts pour séduire de nouveaux clients à haut pouvoir d'achat, soit la pause pour obtenir l'amortissement du parc existant. Une chose est sûre, les incantations européennes ou olympiques ne peuvent suffire pour stabiliser le marché des sports d'hiver. Le danseur Mikhail Baryshnikov pour la 3e fois au cinéma. Ça s'appelle Dancers en français, danseurs au pluriel. Et vous allez le constater, la quarantaine lui sied bien, j'en connais d'autres. Merci. Il est toujours aussi éblouissant. Reportage Jean-Claude Darrigo. Peut-être moi, Mikhail Baryshnikov dans Dancers, un rôle fait sur mesure pour lui puisque le film raconte l'histoire du danseur étoile de Gisèle qui tente à la ville de vivre un amour impossible avec une petite danseuse de son corps de ballet. Baryshnikov danse dans le film mais il joue aussi beaucoup la comédie. Alors une question, Baryshnikov va-t-il désormais s'orienter prioritairement vers le 7e art? Je travaille avec les danseurs, les danseuses, c'est tout. Comme comédien, c'est une, si vous voulez, un hobby. Je suis pas acteur professionnel. C'est seulement un privilège, une chance, c'est tout. Une chance qu'apparemment le patron de l'American Ballet a su saisir avec brio. Le film se déroule dans un permanent aller-retour entre la scène et la vie quotidienne où l'acteur et le danseur Baryshnikov se renvoient la balle. L'effet a été suffisamment convaincant pour susciter une initiative nouvelle. À la base de l'idée, ce monsieur, responsable d'une maison prestigieuse de haute couture, il a accepté de financer non la production, mais la promotion et la diffusion du film, une première. En parallèle dans ce film, nous avons fait quand même une opération qui aide Air France. Alors, toute l'action qu'il mène dans les pays où les gens sont déshérités, et également il y a des bourses qui surgiront de cela, à la fois pour des jeunes danseurs de l'Opéra de Paris et pour d'autres jeunes danseurs de l'American Ballet Theatre qui est dirigé par Baryshnikov. Sponsoring ou parrainage comme on veut, l'idée autour de Dancer va certainement faire école. Baryshnikov, 40 ans, toutes ses pointes et une nouvelle passion pour ce danseur, sa petite fille. Le tennis maintenant, la métamorphose de McEnroe. Alors non seulement il vient de prouver à Tokyo qu'il pouvait être d'une correction exemplaire, mais en plus il gagne. Ça fait deux choses qu'il ne faisait plus depuis très longtemps, d'autant qu'il avait arrêté de jouer depuis le mois de septembre dernier. Il a battu le numéro 3 mondial Edberg en 2-7, 6-2, 6-2. À quelques semaines de Roland Garros, le retour de Big Mac devrait animer les tournois mondiaux. Lionel Chamoulot.
6 mois sont joués et le génie frappe dès son retour. McEnroe est au fond du court, face à lui Stefan Edberg, le 3e joueur du monde. Et pourtant, le Suédois ne va pas faire le poids. Mac l'exécute en 2-7, 6-2, 6-2. L'Américain remporte le tournoi de Tokyo. Un McEnroe assagi, sans colère, concentré sur son jeu. Quel plaisir de savoir que l'ex numéro 1 a retrouvé son tennis et son efficacité. Le spectacle est revenu dans le monde du tennis. Cela faisait 2 ans que McEnroe n'avait pas connu la joie de remporter un tournoi du Grand Prix. C'est sa 71e victoire, celle du comeback. À 29 ans, l'Américain tente un immense pari pourvu qu'il réussisse. Voilà. À propos de tennis toujours, Lionel vous disait il y a un instant que Roland Garros, c'était bientôt, il a raison, c'est aussi sur Antenne 2, je vous le rappelle, et également sur FR3, puisque les 2 chaînes de services publics sont associées dans cette affaire. Maintenant, nous allons à la bourse où nous retrouvons sur place Jean-Claude Renaud. Bien oui William, je vais être bref. La bourse monte, plus 0,7% actuellement. Ce sont surtout les investisseurs étrangers qui achètent. Voici une sélection des plus belles hausses qui s'échelonnent entre 4 et 7%. Voilà, du côté des privatisés, nous avons 2 hausses avec Paribas et Saint-Gobain. Une 3e avec la CGE. Le CCF et Suez sont eux à la baisse. Sur le marché des devises, le dollar, d'abord faible ce matin, a été soudain requinqué par les accrochages entre l'Iran et les États-Unis dans le Golfe. Il est actuellement entre banque à Paris à 5 francs 65. Nouveau coup de fièvre également sur la livre sterling à 10 francs 70. Hausse du Deutsche Mark à 3,39,75. Hausse de l'écu européen à 7 francs 05 25. Vous l'avez compris, le franc français connaît une petite faiblesse. Sur le marché de l'or, le lingot est à 83 000 francs, plus 550 francs. Le Napoléon ne bouge pas, 512 francs. Voilà, début de semaine ensoleillé à la Bourse de Paris, plus 0,7%. Merci Jean-Claude. La météo avec notre ami pour nous dire qu'il fait pratiquement doux partout, 16 à 24 degrés, vous disiez tout à l'heure. Ce sont des températures extrêmement agréables, c'est quasiment des températures d'été. Bien souvent en été nous n'atteignons pas de tels degrés sur le thermomètre. Alors bien sûr tout cela s'accompagne d'une tendance orageuse, donc c'est une douceur nuageuse avec une tendance orageuse pour cet après-midi comme pour la journée de demain. Tout de suite la carte pour cet après-midi, vous le voyez, la tendance orageuse sera surtout sensible sur la Pointe-Bretagne, sur les Pays de Loire, les Charentes, le Poitou, la Vendée, l'Aquitaine et peut-être même sur les massifs pyrénéens. Pardon. Les massifs, il y en a 2. Il y a les Pyrénées orientales et les Pyrénées atlantiques. Voilà. Et puis partout ailleurs, donc alternance de nuages et d'éclaircies avec des nuages qui seront persistants quand même sur le littoral méditerranéen. Ce sont des entrées d'air maritime. Les températures, nous y voilà, entre 16 et 24 degrés, nous l'avons dit. La moyenne nationale s'échelonne entre 20 et 23 degrés et il fera 21 degrés à Charmes dans les Vosges. Pour la journée de demain, eh bien, nous aurons un temps, le passage d'une zone pluvieuse qui affectera le nord-est, le centre, la région parisienne, la Bourgogne, le Massif central et les Cévennes. Cette zone de pluie sera centrée à la mi-journée. Partout ailleurs, nuages et éclaircies. Je parlais de Charmes dans les Vosges. Bien entendu, c'est pour Patricia. Vous l'avez tous compris. Merci, évident. C'est son chouchou, vous comprenez pourquoi maintenant. Il est 13h, 23 minutes et 30 secondes. Il faut vous dire juste au revoir. Bon après-midi, à demain, s'il vous plaît.